Espace TV, le 22h. Mercredi 13 octobre 2021, présumé viol sur une fille par des médecins en tas dans la commune de Matoto suscite la colère dans la cité. La victime aurait subi 5 opérations et se trouve dans une situation critique. Quelques médecins se sont exprimés sur le sujet au micro de Zénab Bangoura. Les opérations de déguerpissement des emprises publiques ont repris à Conakry, notamment dans la commune de Matam. Les agents se sont heurtés à la résistance des occupants des carrefours Constantin. Une matinée marquée par l'usage de gaz lacrymogène et des jets de pierre. Le rêve de la Guinée de participer à la Coupe du Monde Qatar 2022 s'est brisé à mi-chemin suite à sa défaite concédée ce mardi face aux Lions de l'Atlas sur un score de 4-1. Avec cette débâcle, plusieurs acteurs du football guinéen préconisent sa refonte du sommet à la base. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Colonel Bala Samoura remplace désormais le général Ibrahim Baldé à la tête du haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire. La passation de service a eu lieu ce mercredi en présence de tous les officiers de la gendarmerie nationale. Bernard Koundouno, Alioba pour le compte rendu. Deuxième dans l'histoire du pays à porter le titre de haut commandant de la gendarmerie nationale, le colonel Bala Samoura a été installé ce mercredi dans ses nouvelles fonctions. Son prédécesseur, en lui passant le témoin, a rappelé les avancées enregistrées dans les domaines de la réforme et de la qualification du personnel. Il y a eu des avancées remarquables dont, entre autres, la formation des formateurs doctrinaires permanents pour les écoles nationales de gendarmerie, 15 promotions d'officiers de police judiciaire, 9 promotions du diplôme d'armes, 12 promotions du cours de perfectionnement des officiers de gendarmerie, 6 promotions du cours de formation des commandants d'unité. Au tout nouveau haut commandant de la gendarmerie nationale, général Ibrahim Baldé invite à poursuivre les activités déjà entamées dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des gendarmes. Et comme le veut la tradition, il a mis les hommes de rang à sa disposition. J'invite tous les militaires de la gendarmerie, officiers, sous-officiers et militaires du rang à se mettre entièrement à la disposition du nouveau commandant, du nouveau haut commandant de la gendarmerie pour un meilleur accomplissement des missions régaliennes de notre institution. En réponse, le tout nouveau haut commandant, directeur de la justice militaire, promet de poursuivre avec les réformes. Je serai ce compagnon qui saura mettre tout le monde au travail en fonction de leurs mérites et ses valeurs intrinsèques. Au nom de tous les gendarmes, je prends ici l'engagement devant Monsieur le Président de la Transition que la gendarmerie nationale, sous notre magistère, sera une véritable force républicaine au service de l'État et du peuple. Cette cérémonie a regroupé tous les responsables des démembrements de la gendarmerie de la capitale. Le président Alpha Condé ne m'a pas écouté sur les questions liées au mandat de plus. Ses propos sont du juriste Mohamed Kamara dans l'émission Les Grandes Gueules de ce mercredi matin. L'ancien chef de cabinet du ministère des Affaires étrangères a aussi donné son point de vue sur la charte de la transition dont il ne se plaint pas des manquements qui, à ses yeux, peuvent être corrigés. Madame Fodé Kamara pour le décryptage. Le juriste ne veut plus faire de critiques, mais il compte faire des propositions en vue de participer à la construction du pays. La charte de la transition, en son article 82, indique que des propositions peuvent être faites. Ainsi, le travail de refondation peut se faire avec les contributions de chaque Guinéen. Et moi, je suis dans une dynamique de ne plus me mettre maintenant dans une phase de critique. Et c'est une phase de construction. Il y a l'article 82 de cette charte qui indique que des propositions peuvent être faites. Mais ces propositions-là, à partir du moment où vous pouvez avoir la possibilité de transmettre cela et que ces propositions elles soient intégrées. Pour ce qui est de la durée de la transition, le juriste estime que c'est par prudence. Pour lui, on ne doit ni s'éterniser ni se précipiter. La réussite de cette transition pourrait permettre de bâtir les fondamentaux.
Et c'était même prudent que de ne pas fixer une durée parce que quand vous venez aux affaires, ça fait 3 phases. La première phase, c'est que les gens ont peur de vous. Deuxième phase, les gens observent scrupuleusement ce que vous faites. S'il y a une cohérence, dès qu'on voit qu'il y a un contraste frappant, les gens commencent à formuler un certain nombre de critiques. Et donc au niveau par exemple du Mali, le fait de fixer une délai tout de suite. Ouais. Donc moi je pense que ça peut être une très bonne chose. Vous savez, transition veut dire transitio en latin. Ça veut dire c'est le passage. Donc il ne faut pas trop durer, mais il ne faut pas succomber à l'urgence en faisant de la précipitation. Vous savez bien qu'au niveau de notre pays, à un moment donné, d'aucuns avaient même dit non, il ne fallait même pas aller au niveau du référendum à partir de 2010. Bon, quand on avait dit non, il faut le passer, vous savez, quand vous dites ce texte, il est bon, il n'est pas bon, et les gens peuvent tomber à bras raccourcis sur vous pour dire non, tout est bon. Il y a des valideurs de textes de manquement dans notre pays. Mohamed Kamara se dit écœuré du mea culpa des magistrats devant le président de la transition lors des dernières concertations au Palais du Peuple. À quelques jours de la reprise des cours, les parents d'élèves s'activent pour la rentrée de leurs enfants prévue le 21 octobre de cette année. Dans les différents marchés de la capitale, les prix des fournitures scolaires sont revus à la hausse. À une semaine de l'ouverture des classes, une difficulté qui s'ajoute à la hausse des frais d'études dans les établissements privés. Ali Badra Kamara et Ibrahima Sori 5 Souma ont sillonné quelques écoles privées, mais aussi des marchés de la capitale. Suivez. À quelques jours de la rentrée scolaire 2021-2022, les inscriptions et réinscriptions se poursuivent dans les établissements d'enseignement privé. Malheureusement, le constat des parents d'élèves reste le même, l'augmentation des frais de scolarité. C'est comme Laurent Kourouman qui évoque le sujet avec nous. Tout est raisonné en fonction du coût d'investissement et du retour d'après. Donc ils n'ont qu'à faire l'effort de ne pas trop penser à l'intérêt qu'ils vont avoir sur les différents types de paiements des élèves, mais plutôt à la formation qu'ils vont accorder aux enfants de la nation. Avec cet esprit-là, je suis sûr qu'il y en aura au moins l'idée de diminution pour que les enfants qui n'ont pas assez de moyens puissent accéder aux écoles privées. La hausse des frais de scolarité est constatée à chaque nouvelle année scolaire. Les managers d'écoles privées ont bien leurs raisons. Il y a plusieurs écoles privées en Guinée, à ma connaissance, qui évoluent dans le cadre de la location, ce qui amène à leur compliquer pas mal de problèmes, ce qui les amène à avoir sur leur chemin assez de difficultés. Ils doivent comprendre une chose qui me semble la plus importante. Le rôle que jouent les écoles dans le cadre de la formation, d'apprentissage des élèves n'a pas de prix. En plus des frais de scolarité, les parents d'élèves sont aussi confrontés à la cherté des fournitures scolaires. Un paquet de cahiers qui se négociait à 14 000 francs guinéens se vend aujourd'hui à 18 000. Ils augmentent les prix des écoles sans même consulter les parents d'élèves de 1, de 2. Les fournitures scolaires aussi, il faut qu'ils nous viennent en aide. Parce qu'il y a certains livres qu'on paye normalement, c'est cadeau. Parce qu'on voit même les cachets de certaines écoles de l'intérieur. Donc si vous voyez ça, c'est que c'est des dons de l'État, c'est des livres d'État qu'on ne doit pas payer. Mais actuellement, c'est des livres qu'on paye à 50 000, 60 000. Et pourtant, ce n'est pas raisonnable. C'est pas, même si on ne donne pas, mais le prix doit être au moins abordable. Les concertations préparatoires pour la rentrée scolaire 2021-2022 en cours à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry sont une occasion de plancher sur tous ces sujets. D'ailleurs, la présidente de la Fédération guinéenne des parents d'élèves et amis de l'école compte faire un plaidoyer auprès des autorités pour la réduction significative des frais. Dans l'actualité également, après 3 ans de traction entre les deux factions de l'USTG, le verdict est enfin tombé ce mardi. La Cour d'appel a reconnu Abdoulaye Kamara à la tête de l'USTG, un arrêt qu'Abdoulaye Sow ne considère pas. Il estime que cet acte est un jugement familial nul et non avenu. Il demande d'ailleurs au CNRD de se saisir du dossier. Reportage Fatoumata Bintabari, Abdoulaye Kamara. Le verdict est tombé, la Cour d'appel a tranché. Désormais, c'est Abdoulaye Kamara qui est à la tête de l'USTG. Il s'en réjouit. Je suis vraiment soulagé. Cette décision est l'une des plus importantes pour l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, car aujourd'hui, il y a une seule structure syndicale, USTG. Donc nous pouvons aujourd'hui défendre valablement les travailleurs. Cette décision n'est pas admissible chez Abdoulaye Sow, qui est à la tête de l'autre faction de l'USTG. Pour lui, elle reste partiale. J'ai honte
pour mon pays. Et ce n'est pas une décision de justice. C'est une décision familiale. Est-ce que c'est la cour d'appel qui a compétence à juger des affaires sociales? On s'interroge. Et surtout, les relations, nous les avons recusées entièrement, tout le tribunal, la cour d'appel, on les a recusées. Mais dans leur velléité, ils ont tout fait pour juger cette affaire. Cette fois-ci, sans nous informer. En réponse, le regagnant reste ferme. Pour le moment, moi, je n'ai pas de réponse à ça. Moi, je ne suis pas lié et je n'ai pas à me justifier devant la justice. Par ailleurs, il tend la main à tous les travailleurs et à son protagoniste. Aujourd'hui, notre objectif, c'est unifier l'Union syndicale des travailleurs de Guinée. Nous demandons à nos camarades de venir au sein de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, car nous avons les mêmes objectifs. Je demande une fois de plus à mon grand frère de revenir dans la maison de l'USTG. Une demande qu'Abdoulaye Sow rejette. C'est nous qui sommes à la maison. C'est eux qui doivent venir à la maison. La décision de la Cour a été récusée par l'avocat d'Abdoulaye Sow à plusieurs reprises. Ce mercredi, il a introduit une demande de pourvoi. Je vous le disais dans le sommaire, le viol d'une jeune fille par des médecins à Anta dans la commune de Matoto suscite la colère dans la cité. Les médecins rencontrés condamnent fermement ce fait et qui vient salir leur image et celle des cliniques privées en République de Guinée. Ils pointent également du doigt le Conseil de l'Ordre national des médecins de Guinée qui ne jouerait pas son rôle. Ce mercredi à Conakry, certains se sont exprimés sur le sujet. Reportage, Jena Bangoura, Djibril Kabak Kamara. Alors qu'elle était partie pour se faire consulter à la suite d'un malaise qu'elle ressentait, la jeune fille aurait été violée par 2 médecins qui étaient censés la soigner. Elle a été complètement détruite et on nous apprend qu'elle a 50% de chances de s'en sortir. Ces médecins qu'on a interrogés ressentent un pincement au cœur face à cette situation qui n'honore pas la corporation. Quand tu vas à la chaîne, le premier médecin, il fait la consultation, il abuse du malade. Après, il renvoie à un autre médecin qui abuse de la même patiente. Donc, ça veut dire qu'il y a une complicité qui est développée. Il y a un deuxième acte ignoble que je vois dedans, c'est que l'interruption d'une grossesse, qui est censée arriver à terme, parce qu'il n'est pas du ressort du médecin d'interrompre la grossesse. Dr Kaba est confus en apprenant que la fille s'est faite accompagner par la même personne qu'elle accuse de l'avoir violée. Selon les informations réussies, que la dame aurait été violée par un premier médecin quand il faisait des consultations. Il a cherché à endormir et puis la dame a continué à fréquenter la même personne. Et après, elle est revenue vers un second qui lui aurait encore fait la même chose. Mais vous savez, c'est un peu compliqué. Ces médecins dénoncent l'inefficacité du Conseil de l'Ordre national des médecins de Guinée qui n'existerait que de nom. Il faut que le ministère se bouge, tout simplement. C'est pourquoi je profite de votre micro là très rapidement pour y aller. Avec les nouvelles autorités qui sont en place, nous sommes très clairs avec eux. Nous attendons le prochain ministre auquel je me prononcerai sur, c'est-à-dire sur le profil du prochain ministre. Nous l'attendons sur pied ferme. Parce que soit ça change ou ça change. C'est assez simple. Nous avons des revendications très fortes, très claires. Il y a des gens qui sont vêtus, qui doivent partir, c'est-à-dire qu'ils ont montré la limite de ce qu'ils peuvent faire. L'être humain, c'est ça. Le secteur de la santé est aujourd'hui mal perçu par certains Guinéens, vu des dommages causés sur les citoyens qui augmentent du jour au jour. Et sur le même sujet, la Fédération nationale des cliniques privées déplore et condamne avec fermeté l'acte posé par le médecin à Anta. Suite à cet état de fait, ils interpellent l'ordre des médecins et invitent les médecins à plus de responsabilités. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration ce soir à leur siège. Dr Golebi Avoguet au micro d'Aboubacar Kekebangoura. La Fédération nationale des cliniques privées rappelle aux cliniciens privés au respect de l'éthique et de la déontologie de la profession médicale. C'est pourquoi la Fédération nationale des cliniques privées
salue l'acte du président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, faisant une de ses priorités la création de la Direction nationale des cliniques privées au sein du ministère de la Santé. Cette direction va s'occuper très bientôt de la moralisation et de la normalisation du secteur sanitaire privé en Guinée dans tous ses aspects. Nous y travaillerons. Le bureau de la Fédération nationale des cliniques privées, à cette occasion, invite toutes les cliniques privées de la capitale Conakry et environnant à une réunion de large concertation le samedi 16 octobre 2021. Les ouvriers du port autonome de Conakry ont manifesté leur mécontentement ce mercredi. Ils sont en colère contre les responsables des sociétés AGEMAP et Bolloré avec qui ils disent avoir signé un contrat de travail. Mais malgré cet engagement, les conditions dans lesquelles ils exercent ne leur permettent pas de vivre mieux. Jenab Bemba Koulibaly, Mohamed Bangoura pour le reportage. Nous demandons rapidement une note de service faisant état de notre embauche et au plus tard dans une semaine. Ils ne supportent plus leurs conditions de travail qu'ils qualifient de pénibles. Ces travailleurs disent avoir signé un contrat il y a 7 ans avec les sociétés AGEMAP et Bolloré pour le débarquement des marchandises au parc à conteneurs. Nous travaillons dur dans des conditions d'insécurité et beaucoup de risques, notamment entre des conteneurs chargés de marchandises, mais aussi avec des vieux véhicules et engins fatigués venant de l'Occident. Ils disent avoir été dupés par les deux sociétés qui ne veulent pas améliorer leurs conditions de vie, selon les protestataires. Pour notre embauche, il nous dit que c'est l'AGEMAP qui ne veut pas que nous soyons embauchés. Et si l'on demande au syndicat de l'AGEMAP, il nous répond toujours aussi que c'est Bolloré qui ne veut pas que nous soyons embauchés. La non-prise en charge financière et sanitaire et le manque de gilets d'identification sont entre autres faits pour lesquels ils manifestent ce mercredi. Nous demandons aux deux sociétés de faire notre embauche. Il fut un moment, l'expatrié qui était là-bas nous parlait de manque de tenue, des paires de chaussures de sécurité pour pouvoir faire notre embauche. Pour rappel, c'est en décembre 2014 qu'un contrat de travail a été signé entre les parties. Depuis lors, ils se disent non satisfaits de leurs conditions de vie. À date, ces ouvriers réclament leur prise en charge. Dans l'actualité également, les opérations de déguerpissement des emprises publiques ont repris à Conakry. Le coup d'envoi a été donné ce mercredi dans la commune de Matam. Les agents se sont heurtés à une forte résistance des occupants au carrefour Constantin. Des tirs de gaz lacrymogène et des jets de pierre ont marqué la matinée. Mamoudou Bouler Diallo et Yacouba Traoré nous retracent le film. Tout a bien démarré sur ordre du maire de la commune de Matam. Les occupants ont demandé un moratoire qu'ils ont obtenu selon le chef des opérations. Ils ont commencé à insulter pour dire que, non, sauf la machine, tu les tues avant de déguerpir le lieu. Donc nous, on appelle le maire. Voilà ce que vous avez demandé. La permission que vous avez demandée avec ces éléments-là. Ils sont en train maintenant de révolter les gens. Est-ce que maintenant le maire nous a autorisé maintenant de dégager. Ils se sont mis devant la machine. Devant la machine a essayé de foncer. Quand la machine a essayé de foncer, maintenant ils sont rentrés dans le confin et commencé à jeter les cailloux. C'est ainsi qu'il y a les éléments qui étaient là aussi. Ils ont commencé aussi à jeter. Donc c'est là où ça a chauffé. Les rapports sont alors devenus difficiles et les jeunes de la casse crient à une opération de ciblage. Ils dénoncent un coup de force. On est prêt pour dégazer ici, mais ce n'est pas avec la force. Ce n'est pas un déguerpissement ça. Je suis le président de la jeunesse de la casse ici. Nous savons qu'est-ce que veut dire un déguerpissement. C'est au bord de l'autoroute et les empreintes du Niger. Ou bien soit s'il ne veut pas avoir le RPI en Guinée encore, on peut nous dire il n'y a pas de problème. Mais ça ne va jamais nous décourager. Il faut qu'on soit clair à qui veut l'entendre. Du côté des autorités locales, on relativise. Le vice-maire de Matam explique que tout est rentré en ordre. Il n'y a aucun blessé, il n'y a pas eu d'interpellation, c'est juste quelques éléments qui se sont énervés, donc ils ont été repoussés et l'opération continue de plus belle. Un petit répit, mais rien de rassurant. Dans ce genre de situation, tout peut arriver et à tout moment.
Dream City est un projet de construction d'une ville très ambitieuse. Elle a une durée d'exécution de 10 ans. Ce mercredi, son promoteur et ses partenaires étaient devant les cadres du département du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement pour présenter le projet au public. Après la projection d'un documentaire, les cadres du département ont posé des questions d'éclaircissement, mais aussi apporté des suggestions. Mamadou Sadio Baldé, explication. La société de gestion et de construction guinéenne Ipawa China ambitionne de construire une ville de rêve en Guinée, une ville avec toutes les commodités. La première phase est attendue en 2022 et le projet en totalité sera livré en 10 ans. En tout, 1,25 milliard seront investis. C'est un projet de construction d'une nouvelle ville à Kobaya Tayaki sur une superficie de 687 hectares. En ce qui concerne ce projet, nous avons déjà signé une convention de préfinancement avec Power China ici présent pour réaliser cette nouvelle ville. Nous avons déjà signé un accord de 479 millions de dollars pour qu'il nous accompagne pour la première phase du projet. Si cela réussit, il compte encore financer le reste du projet. Le montant total? Le montant total du projet est de 1,25 milliard de dollars. Les cadres du département ont suivi le document exposé. Des questions d'éclaircissement posées, des propositions et recommandations faites à l'intention du promoteur. Les premiers pas sont rassurants. Ils ont fait des projets de 18 500 logements, accompagnés de toutes les commodités, c'est-à-dire de tous les équipements, de tout ce qu'il faut pour une ville moderne. C'est ce qu'on est venu voir ensemble. Toutefois, le ministère veut jouer la carte de la prudence. Quand le projet va atteindre une vitesse de croisière, tout l'appareil étatique sera impliqué, rassure le secrétaire général du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire. En tout cas, pour le moment, ce que nous avons vu sur maquette et ce qui nous a été présenté, si ça doit être ainsi, il n'y a pas de raison que le projet ne soit pas supporté. Le sérieux ne fera pas défaut, promet le directeur de gestion de la construction guinéenne. Les travaux ont démarré et les Guinéens de toutes les catégories sociales seront intéressés par le projet. Dans cette nouvelle ville, il y aura des logements sociaux, économiques, résidentiels et haut standing. Nous allons aussi aménager la plage de Tayaki sur une surface de 7 km. Le promoteur ne manque pas d'imagination et les partenaires suffisamment équipés n'attendent que l'accompagnement moral de l'État pour exécuter le projet qui s'étend sur 10 ans. Et pendant ce temps, les constructions anarchiques sur la mangrove et la mer continuent de plus belle dans la capitale, une situation qui inquiète les spécialistes de l'environnement et les pêcheurs. Ceux-ci dénoncent la complicité et le laxisme des autorités qui font tout pour piller les ressources halieutiques de notre pays et surtout favorisent le réchauffement climatique. Alcine Bari, Ibrahima Surkamara pour plus de détails. Dans un de nos reportages, le mardi 19 février 2019, nous vous faisions voir un début de démolition des constructions sur la mangrove. 3 ans après, nous revoilà à Kinsiport. La mangrove n'est plus menacée, mais détruite. Morcelée, certains commencent à remblayer, d'autres ont déjà fini la construction. Nous sommes inquiets parce que notre activité dépend de la pêche. Donc s'il n'y a pas de poisson, est-ce qu'on pourra pêcher? Et il y a des choses qui donnent le poisson. Le poisson ne vient pas comme ça. Et le poisson aussi doit se reproduire, doit manger, doit se nourrir. Donc si son lieu de reproduction et le lieu de nutrition par excellence de ces poissons est détruit, vraiment ça va nous inquiéter. À Imbaya Faban, ce ne sont pas que les constructions qui dégradent l'environnement. Il y a aussi les ordures qui dictent leurs lois. Les pirogues partent rarement en mer et reviennent souvent bredouilles, sinon avec des petits poissons. Il n'y a pas de poissons en ce moment. Il y a des ordures, ainsi de suite. Là. Les bâtiments construits sont comme ça me fatigue. C'est pour cela que nous ne gagnons pas la poisson souvent. Ici, les autorités sont pointées du doigt. Derrière le palais du peuple, cet hôtel vous dit peut-être quelque chose. Après avoir repoussé la mer pour construire, ils font de nouveau un remblayage. Ce qu'il faut réellement pour lutter contre cette... Il faut appliquer la loi, organiser les structures. Troisièmement, mettre les moyens à la disposition des structures. Et enfin, faire la délimitation avec les communautés. Le comble, c'est ici à Ignasdine. Le CHU n'est pas agrandi. En lieu et place, c'est un hôtel qui est bâti, repoussant la mer au vu et au sud de tous. Pas d'espace de loisirs, ni d'espace vert à Conakry.
Tout est utilisé par les populations avec la complicité des autorités. Voilà l'une des rares initiatives des jeunes à la Kamayenne. Les jeunes, ils doivent avoir là où faire le sport, là où aller se divertir quand ils en ont envie, là où aller se libérer l'esprit. Ce n'est pas la mer de Conakry seulement qui est menacée, celle de Bofa, Boké, Dubreka perdent du terrain avec la construction des ports minéraliers, laissant place au réchauffement climatique et la disparition de certaines îles. La Société des eaux de Guinée toujours active pour satisfaire les populations, d'où la mise en place de plusieurs fontaines d'eau à travers la capitale. Les bénéficiaires parlent d'un ouf de soulagement. Nos équipes de reportage ont sillonné quelques sites de ces fontaines ce mercredi où les responsables de la SEG ont placé donc ces fontaines. On fait le point avec Aminata Massire Bangora et Ibrahima Sorissouma. Depuis un certain temps, de nombreux citoyens se plaignent des perturbations dans la desserte en eau potable à Conakry. Des plaintes bien comprises par la Société des eaux de Guinée. La SEG tente d'honorer ses engagements. C'est dans cette optique qu'elle a mis en place plus de 200 bornes fontaines en vue de satisfaire à la demande de la population. Ces bornes sont servies par des camions-citernes d'une capacité de 10 000 mètres cubes d'eau. Chez les populations, cette solution palliative est un ouf de soulagement. Avant, on partait jusqu'à la carrière pour chercher de l'eau. 20 bidons à 50 000 francs guinéens. Mais grâce à ces fontaines d'eau, nous disons Dieu merci. Pour les responsables de la Société des eaux de Guinée, la mise en place de ces fontaines est une réponse immédiate à la demande des populations. L'eau qui arrive, elle n'est pas suffisante. La pression n'est pas suffisante pour satisfaire tout le monde. Et à tel point que les réservoirs qui sont haut situés sont souvent déficitaires. Et ces quartiers dans lesquels on se trouve, ils dépendent de ces réservoirs. Parce que tant que l'eau n'arrive pas à ces réservoirs, l'eau ne peut pas arriver dans ces quartiers-là. Donc quand on a analysé cette situation, en collaboration avec JICA, l'agence japonaise de coopération, on a initié l'installation de ces bonnes fontaines et les alimenter à partir des camions-citernes. Ces camions-citernes prélèvent l'eau au château que vous avez visité, c'est de l'eau potable, et on alimente ces bonnes fontaines. À partir de ces bonnes fontaines, la population se ravitaille en eau potable. En plus de lancer une invite aux nouvelles autorités en vue de fournir de l'eau potable à l'ensemble de la population, ce responsable de la SEG promet de mettre en place plusieurs autres bornes fontaines. À ce jour, on a un déficit de plus de 200 000 mètres cubes jour qu'il faut combler le plus rapidement que possible. Si nous ne le faisons pas, on va aller tout le temps de crise en crise. Donc brièvement, c'est l'une des causes. Il faut que les nouvelles autorités essaient vraiment de revoir cette situation, voir comment on peut combler rapidement ces déficits. De nombreux citoyens se posent également des questions sur la qualité d'eau fournie par ces fontaines. La SEG lève l'équivoque et rassure que c'est une eau pure. C'est pourquoi d'ailleurs ces bornes sont nettoyées à chaque fois avant le remplissage. Comment amener les jeunes et les cadres étatiques à s'approprier au fonctionnement du programme budgétaire du pays? La thématique a été au centre d'un échange ce mercredi à Conakry, précisément à la Maison des Jeunes de Ratoma. C'est une initiative des acteurs de la société civile, une démarche que les participants apprécient et sollicitent une démultiplication du cadre d'échange. Leurs avis sont recueillis dans ce reportage de Djibril Ba et Kierno Sadoba. L'ancrage des valeurs démocratiques obéit à certaines dispositions. Cet élan de l'action unique pour le développement intégré de la Guinée par la voix des jeunes pourrait se matérialiser, échanger, partager. C'est l'objectif pour les initiateurs, amener les jeunes dans les différentes communes du pays à avoir une visibilité sur le fonctionnement, le processus budgétaire. Il faut que les gens s'intéressent au budget. Il faut vraiment que les cadres étatiques échangent avec les citoyens, surtout de leur localité. Bon, là, on parle vraiment du budget national. Là, c'est pour tout le monde. Donc, il faut vraiment qu'on puisse s'intéresser au budget pour permettre vraiment à nos gouvernements d'être sérieux dans l'exécution du budget.
Et quand il s'agit du débat sur le budget local, les jeunes sont encore plus intéressés. Pourtant, le cadre d'échange s'oriente d'abord au niveau national. Moins imprégné de la chose, l'initiative est vivement saluée par les participants. Et ça va pousser les jeunes aussi à s'intéresser pour savoir qu'est-ce qui est prévu pour eux, qu'est-ce qui est prévu pour leur localité pour pouvoir revendiquer. Ils représentent des corporations, des associations qui évoluent dans le domaine de l'environnement, pour la cause féminine, pour l'employabilité. Selon eux, connaître le processus budgétaire, les sources des dépenses et des recettes sont une plus-value. Mais dans les quartiers, il y a des gens là-bas aussi, il y a des structures, surtout avec cette structure, puisqu'ils ont des points focaux dans chaque commune, que ces points focaux essayent de trouver, même si c'est dans les quartiers, comment véhiculer ce message au niveau des grains, au niveau des structures de jeunesse, c'est très important. L'initiative va donc, dans les jours à venir, s'étendre à l'intérieur du pays. Pour l'instant, 3 communes de la capitale ont bénéficié de ce cadre d'échange. Un domaine de 6 parcelles collées situé à Kagbelen village dans la préfecture de Dubrika oppose l'église protestante évangélique à un certain Silas Leno, ancien responsable de cette même église. Traité ce matin, les fidèles de la dite église ont levé le ton pour interpeller les nouvelles autorités pour que justice soit rendue. Antoinette Dédé Onivogui, Amar Alexila. Cette manifestation marque la résurgence d'un vieux conflit domanial qui oppose l'église protestante évangélique de Guinée au pasteur Silas Leno, ancien directeur des écoles Emmaüs depuis des lustres. Selon les témoignages, ce domaine serait octroyé par l'État à travers l'ancien préfet de Dubrika en 1995 pour en faire un lieu de culte. Quand il a eu ses bourses d'études au Canada, M. Leno n'avait jamais dit qu'il avait une parcelle ici. Lui, il est parti. Après ses études pastorales, il a changé le manteau. Au lieu de revenir, soit au nom de l'Église, pour continuer les œuvres de l'Église, il a décidé de travailler pour lui-même, pour s'enrichir sous le dos de l'Église. C'est en cela, c'est-à-dire que par ses complices, ils ont réussi maintenant à modifier, à essayer par la corruption, parce qu'il a l'argent, il est au Canada aujourd'hui, par la corruption, ils ont arrivé à changer les dossiers de l'Église. Depuis des mois, ces fidèles prient à la Belle Étoile suite à la fermeture de ce lieu de culte. Ils interpellent les nouvelles autorités à se saisir du dossier pour une justice équitable. Nous n'avons pas, c'est décelé, nous n'avons pas touché. Parce que nous sommes légalistes. Nous voulons montrer que nous sommes légalistes. Nous sommes des gens qui respectent la loi. Mais puisque la justice, il y a un nouveau gouvernement, ils sont là pour établir la justice. C'est pourquoi nous vous avons fait appel. Pour dire à l'opinion nationale, oui, l'injustice règne encore. Et nous avons ces preuves, nous avons ces documents de reconnaissance. Rencontré, l'actuel chef de quartier de Kagbelen village, ancien témoin oculaire, nous a livré sa version. Le préfet. Je ne suis pas un enfant. Ce quartier a été loti à notre présence au temps du préfet Souri Dubaté et reparti comme suit. Une école publique, un marché, une mosquée et une église. Depuis que je suis devenu chef de quartier, j'ai été une fois saisi par la mairie suite à ce dossier. Mais j'ai tout de suite témoigné que c'est un domaine de l'église. Ce jour-là, dans le souci d'équilibrer notre information, nous avions tenté de joindre le camp adverse sans succès. Pendant que nous tenions nos interviews, un pick-up de la CMIS de Dubrika est arrivé sur les lieux. À son bord, un huissier de justice mandaté par Maître Mamadi Kourouma, avocat du pasteur Silas Leno. Le Sili national a subi une lourde défaite ce mardi face au Maroc, 4-1. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre du match en retard de la deuxième journée des éliminatoires du mondial Qatar 2022. Le rêve de la Guinée s'est donc brisé à mi-chemin au sortir d'une débâcle face aux Lions de l'Atlas. Notre rédaction a approché quelques techniciens locaux du pays. Pour ces derniers, le football guinéen mérite une refonte du sommet à la base. Suivez le reportage de Mohamed Sissé et Abouakar Kekebangoura. Après avoir concédé 2 nuls effroyables face au Soudan, le Sili s'est fait corriger par le Maroc ce mardi soir. Cette débâcle continue de susciter des réactions au sein de la famille sportive guinéenne. Aux yeux de plusieurs observateurs, c'est une défaite à laquelle il fallait s'attendre. Sam Diallo
indique que certains joueurs ne devraient pas être convoqués au vu de leur forme physique. Au niveau des joueurs aussi, franchement, ça n'a pas tellement donné parce que d'abord, c'est le choix des joueurs. Il y a eu des problèmes. Bien vrai qu'on n'a pas cette large palette quand même de joueurs qui nous permet de faire des choix par-ci, par-là parce qu'on a des joueurs un petit peu limités. Là, il y a eu des problèmes sur le choix parce que, par exemple, des joueurs qui sont blessés comme Ali Keita, Ali Kamano, François Kamano n'avaient pas leur place quand même dans cette équipe parce que c'est des joueurs qui sont venus diminuer. Cette mésaventure intervient jusqu'à quelques mois de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Les différents schémas tactiques proposés par le staff technique étaient aussi loin de répondre aux attentes de l'équipe guinéenne. Sam Diallo revient sur les faits. Sur le plan tactique aussi, on voit que par exemple au niveau de la défense, c'était catastrophique parce que par exemple sur la paire Simon Fallet et Mohamed Ali Keita, ça n'a pas du tout fonctionné le premier match contre le Soudan. Deuxième, Mohamed Ali Keita et Seydou Sow aussi contre le Soudan, match retour, ça n'a pas du tout fonctionné. On remet encore la même paire encore contre le Maroc, on prend 4. C'est-à-dire là, il y a des choses à refaire au niveau de cet axe. La Guinée ne manque certes pas de jeunes qui ont un avenir radieux, mais elle a une institution footballistique limitée et qui manque de vision. Le doyen Oumar Savané fait partie de ces gens qui pensent que la Fegifoot doit miser sur la nouvelle génération en lieu aux places des joueurs éreintés. Il faut d'abord, comme on le dit, changer l'encadrement. Bon, c'est peut-être pas une solution, mais il faut avoir une vision sur 2025. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir des jeunes joueurs qui évoluent dans différents championnats et qui ont peut-être 20 ans, 22 ans et qui d'ici 2025 pourra avoir la maturité pour pouvoir jouer. Maintenant, il faut se débarrasser complètement de ces joueurs éreintés là. Ça, c'est clair et net, ça, c'est terminé. Vous savez, la vie, c'est une question de génération, on ne peut pas avoir été et être. Le football et les études sont indissociables de nos jours. Ces deux entraîneurs nationaux exhortent la Fédération guinéenne de football de revoir sa copie afin d'instaurer l'aspect de formation pour le bien du pays. Ce journal a été coordonné par Mamad Saliouba et Rosaline Gotemonomo. Il a été dirigé à la régie par Lamine Sidibé et alias Sokra Kamara. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Espace TV. Au revoir.